Bonjour à tous. Donc, vous vous posez certainement un certain nombre de questions sur pourquoi évaluer les risques, comment les évaluer, comment mettre en place une démarche de prévention, qu'est-ce que c'est que ce document unique, qu'est-ce qu'on doit y mettre concrètement dedans et comment engager cette démarche en fonction de la taille de l'entreprise, quels vont être les acteurs. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de vous faire ce webinaire, donc avec ma collègue Anne-Sophie Valado, experte assistante conseil à l'INRS, et moi-même, donc Jennifer Schettel, responsable du pôle information juridique à l'INRS. Donc tout d'abord, merci à tous les participants à ce webinaire de vous être inscrits, nombreux, de nous avoir posé un certain nombre de questions. Nous allons essayer d'y répondre tout au long de ce webinaire et nous reviendrons sur certains nombre d'entre elles à la fin. Et enfin, avant de commencer, je vous précise que cette présentation sera disponible dans l'onglet Documents, téléchargeable sur notre plateforme et notre site internet INRS, afin que vous puissiez la télécharger. Bonjour à tous, vous vous posez des questions, nous allons essayer donc d'y répondre à travers ce webinaire en vous proposant les étapes constitutives d'une démarche de prévention réussie pour que vous puissiez agir en prévention, c'est-à-dire protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même rappeler que dans une entreprise, l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc c'est à lui qu'incombe de mettre en place une démarche de prévention dont il est le garant. Et concrètement, cette démarche de prévention, comment va-t-elle se matérialiser Donc elle va inclure ce qu'on appelle un peu la première étape, l'amorce de la démarche de prévention, c'est l'évaluation des risques professionnels, dont on va vous apporter des précisions et des indications pour la mettre en place d'une manière concrète. Cette évaluation des risques, les résultats vont ensuite être formalisés dans ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans l'objectif derrière de mettre en place des actions de prévention, des mesures de prévention destinées à éviter les accidents du travail et protéger les salariés. Donc ce document unique, une petite précision avant vraiment de rentrer dans les détails et les précisions. Il faut savoir que oui, c'est une obligation réglementaire. L'employeur doit formaliser les résultats de l'évaluation des risques dans ce document unique, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas une simple formalité administrative ou qu'une simple obligation réglementaire. C'est surtout un outil de prévention, un outil qui participe à la démarche de prévention, à la culture de prévention dans l'entreprise et qui doit être évolutif et qui doit vivre au fil de l'eau, au gré des évolutions de l'entreprise. Donc Anne-Sophie, peux-tu nous expliquer cette démarche de prévention, comment va-t-elle démarrer, comment l'amorcer, comment la mettre en place ? Alors oui, je vais essayer donc de vous présenter à travers cette slide quelles sont les grandes étapes de la démarche de prévention pour qu'elle soit réussie. Il faut donc en premier lieu engager l'entreprise, ensuite s'occuper des risques, et là on fait le lien avec le document unique, pour ensuite, comme l'a dit Jennifer au début, mener des actions de prévention. Et là on arrive à cette fameuse question des plans d'action et des pas prépas dont on va donc détailler le contenu juste après. Le premier élément, on l'a noté ici, c'est l'engagement de la direction. Une entreprise dans laquelle la direction n'est pas engagée formellement en prévention des risques professionnels ne pourra pas mener une démarche de prévention pérenne. L'employeur doit donc affirmer son envie d'agir en prévention et donc de mener des actions pour améliorer les conditions de travail et protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc il peut définir une politique de prévention de façon formelle, écrite, l'afficher dans les locaux, l'intégrer au livret d'accueil des nouveaux arrivants par exemple, pour ainsi donc tracer son engagement à mener des actions de prévention pour les salariés. Concrètement, ça, on imagine bien cet engagement dans une grande entreprise, mais dans les TPE, les petites entreprises, comment va se matérialiser cet engagement de la direction ? Alors, il est de fait un peu plus délicat parfois d'attendre d'une petite structure un document formel affiché à l'entrée du bâtiment. La politique de prévention et l'engagement de l'entreprise, elle va se formaliser en fait à travers des actions, une écoute et un dialogue qui sera mené avec les salariés. Donc plus en effet le dirigeant sera proche de ses salariés, il y aura un dialogue et une communication et des actions qui seront menées, plus cette politique, même si elle est informelle, elle sera concrète pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Qui est impliqué maintenant dans la prévention ?
Alors oui, on l'a vu, hein, l'employeur, il faut son engagement, hein, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais il ne va pas être seul, hein, il va devoir s'entourer d'un certain nombre de personnes qui, en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances, vont être impliquées à différents niveaux dans cette démarche. Donc l'employeur, on vous a mis, hein, il est responsable, il est garant de cette politique, il va pouvoir donc se faire accompagner, solliciter les services de prévention en santé au travail, le médecin du travail, hein, qui pourra participer donc à toute cette démarche d'évaluation des risques, mais qui pourra être aussi également directement sollicité par l'employeur, en sa qualité de conseiller de l'employeur et des salariés, des connaissances des postes et des risques pour la santé. En fonction de la taille de l'entreprise, on peut tout à fait aussi envisager de solliciter le comité social et économique, donc le CSE, éventuellement ce qu'on appelle la CSSCT, la Commission Santé Sécurité des Conditions de Travail, si elle a été mise en place. Donc, dans les entreprises où de tels organes sont mis en place, le CSE pourra contribuer à l'évaluation des risques professionnels, contribuer à la réalisation du document unique en leur qualité de représentant des salariés. Petite précision, le CSE sera aussi amené à être consulté, donc ça on en reparlera tout à l'heure, sur le document unique. Il y a également les services des ressources humaines qui pourront être associés à cette démarche d'évaluation, du fait de leur connaissance des salariés, de toutes les ressources humaines. Le personnel de l'encadrement, les managers, qui pourront aussi être les relais de la direction, les relais de la politique de prévention sur le terrain, ils pourront également être associés. Tous les acteurs de l'ingénierie, les préventeurs, les intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont eux des experts en santé-sécurité au travail. Ça pourrait être des ergonomes, des psychologues du travail, qui pourront être aussi être associés à cette démarche. Et bien évidemment, tous les salariés sont directement concernés de par leur connaissance du terrain. Donc en pratique, concrètement, l'employeur va pouvoir, par exemple, mettre en place, initier un groupe de travail en y associant les personnes qu'il estime utiles pour toute cette démarche d'évaluation des risques professionnels. Quand l'engagement de la direction est pris d'agir en prévention et quand le groupe de travail est constitué, comme l'a présenté Jennifer, avec des acteurs qui sont nommés, la prochaine étape va être donc de rentrer directement dans l'action, c'est-à-dire identifier les risques professionnels qui sont présents dans l'entreprise. Il peut être difficile d'identifier des risques dans toutes les activités en même temps. Donc pour ce faire, il y a une technique qui est proposée par la réglementation qui est de définir des unités de travail. Comment définir une unité de travail ? Il faut garder en tête que l'unité de travail est un regroupement de situations de travail qui vont présenter les mêmes caractéristiques, que ce soit selon les tâches effectuées ou parfois selon également l'exposition aux risques qui pourront être rencontrés. On peut donc définir une unité de travail selon différents critères. Le premier étant la définition d'un poste, d'un métier, d'une fonction ou d'une activité. On a alors une communauté de salariés qui sont donc regroupés suivant donc leurs activités. Ça peut être une zone géographique également. On a alors des salariés qui travaillent dans un même lieu. Ou alors des salariés dont le degré d'autonomie fait en sorte qu'ils ont des ressources et des besoins qui leur sont propres. Mais concrètement, Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'unités de travail et qui va les définir, comment les déterminer ? Donc on peut définir des unités de travail sous l'intitulé bureau, couloir, accueil, atelier de maintenance par exemple, garage ou réception. C'est au choix de l'entreprise de définir ces fameuses unités de travail en fonction de critères qui lui sont propres. Et en fait, quand on parle de choix d'entreprise, c'est ce groupe de travail dont tu as parlé précédemment qui va donc proposer des éléments constitutifs de ces unités de travail et qui seront donc validés par le chef d'entreprise. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, de bon ou de mauvais classement. L'important, c'est de définir ces unités en fonction de critères qui nous semblent représentatifs des activités et des salariés. Et ça va nous permettre de dérouler notre démarche de prévention sur cette base des unités de travail. Un petit détail, il peut y avoir donc des salariés qui font partie de plusieurs unités de travail, mais ça, c'est absolument pas un problème puisqu'ils seraient exposés à des risques différents. Les étapes suivantes vont être
une fois qu'on a donc identifié nos unités de travail, de définir dans chaque unité de travail quels sont les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Donc intellectuellement, il y a une petite étape intermédiaire qui va être de définir ce que sont les dangers. Je vous ai repris ici une définition un peu de dictionnaire. Un danger est ce qui constitue une menace pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est-à-dire tout ce qui va être amené à porter une atteinte à la santé des salariés. Là, par exemple, on va avoir une lame de cutter, une flaque d'eau qui serait sur le sol, une charge de travail intense, un câble qui traîne, enroulé ou qui est dénudé. On va donc avoir en effet des dangers identifiés dans notre activité et qui vont faire du lien avec nos risques. Nos risques de quoi? Nos risques de blessures. Donc c'est des risques de coupure, des risques de chute par exemple, ou encore les risques psychosociaux. En définissant des dangers, ce qui peut blesser, en définissant donc nos risques de blessure, on va alors s'intéresser aux conditions donc d'exposition des salariés. Quand est-ce qu'un salarié va rencontrer un danger? On arrive alors à ce qu'on appelle les risques professionnels. Les risques professionnels sont donc les résultats d'une rencontre entre un travailleur et un danger, qui est très important, c'est du fait de son activité professionnelle, et on y reviendra au cours de la présentation. Et ce danger peut être lié à des nuisances, une organisation du travail qui serait délétère, une situation de travail dangereuse, un environnement ou des événements, on pense là particulièrement au cas des agressions, mais qui peuvent porter atteinte donc à la santé physique et mentale des travailleurs. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'exposition peut être ponctuelle ou prolongée, les effets sur la santé immédiats ou différés, et les causes uniques ou multifactorielles. Il y a de plus en plus d'éléments de recherche qui vont essayer d'identifier des liens sur la polyexposition, en effet, amenant des conséquences différentes sur la santé des travailleurs. Une fois qu'on a identifié donc nos dangers, nos risques, nos salariés exposés, on va s'intéresser donc à savoir méthodologiquement comment faire. C'est-à-dire qu'il va falloir s'intéresser à l'activité réelle des salariés. Comment font-ils? Quels équipements, quels matériels, quels outils utilise-t-on? Dans quelles conditions d'environnement ils évoluent? Et pour ça, on va observer, questionner les salariés sur leurs activités. On va également s'interroger sur l'historique des accidents et leur analyse qui en aura été faite. On va regarder les vérifications périodiques qui auront pu être menées sur les équipements et les matériels, les contrôles ou certains audits menés dans les ateliers. Et on va également consulter la fiche d'entreprise qui aura été réalisée avec le service de prévention et de santé au travail. À l'INRS, on a souhaité vous proposer un petit outil qu'on espère un peu pratique à travers la brochure ED 840. Vous aurez le lien disponible en fin de présentation, où on a essayé donc de vous présenter quels sont les risques les plus communs et dans quelle situation de travail on peut les retrouver. Donc, vous pourrez consulter ce document-là sur Internet. Donc une fois qu'on a identifié les risques, on va passer donc à la seconde étape de notre démarche de prévention qui va consister à analyser les risques. Et comme on vous l'a bien précisé, cette analyse des risques va toujours se faire par unité de travail. Donc concrètement, que signifie analyser les risques? Donc l'analyse des risques, ça consiste vraiment en mettre en lien les risques identifiés, donc qu'on a vu au préalable, et les conditions d'exposition à ces risques. Donc on va pouvoir prendre en compte différents critères qui vont être le type d'exposition. Est-ce que le salarié a été contaminé? Est-ce qu'il y a eu une ingestion, une inhalation, une pénétration cutanée de produits chimiques? Donc c'est vraiment ça le type d'exposition qui va devoir être évalué. Il va falloir également prendre en compte la fréquence d'exposition. Ça peut être par exemple le nombre d'heures par jour pendant lequel le salarié est exposé, ou par mois, ou par année, en fonction voilà, du risque. Et enfin, le niveau d'exposition. Donc là, ça peut être une dose sonore reçue par le salarié, une calcul de dose, par exemple, de rayonnement ionisant. Donc tous ces critères vont être à prendre en compte pour analyser les risques professionnels. Enfin, il va également falloir caractériser la population exposée et prendre en compte le nombre de
salariés, le nombre de personnes concernées, leur âge, leur ancienneté, est-ce que c'est des hommes, des femmes et leur statut. Une fois qu'on a identifié les risques et qu'on a analysé les conditions d'exposition des salariés, on va s'intéresser à cette étape que l'on a souhaité appeler appréciation des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprécier les risques, ça veut dire organiser, classer, ordonner ou hiérarchiser les risques. Ça, c'est l'objectif de cette étape. Elle est un peu subjective. La méthode choisie par l'entreprise pour apprécier ces risques va lui être propre. Et il y a plusieurs façons de faire. Là encore, pas de bonne ou de mauvaise technique. Différentes techniques sont proposées, on va vous les présenter juste après. L'important, c'est que la technique choisie par le groupe de travail et soutenue par le chef d'entreprise doit être comprise par l'ensemble des salariés. L'objectif donc de cette étape est de pouvoir à terme prioriser les actions de prévention qui vont avoir lieu. Il faut savoir que cette étape d'appréciation des risques, dans certains cas, elle est appelée évaluation des risques, cotation des risques, classement des risques, hiérarchisation, priorisation ou estimation. Là encore, le terme choisi sera celui qui sera propre à l'entreprise. L'important, c'est que vous compreniez en fait son objectif qui est vraiment d'organiser les risques qu'on aura identifiés précédemment par unité de travail pour prioriser des actions de prévention. Alors certains critères sont les plus communément et facilement utilisés pour faire cette appréciation. On y a la fréquence, la gravité, la probabilité, le nombre de personnes également exposées ou les facteurs aggravants. Ça représente des tableaux qui peuvent être comme ceux-ci. On vous a fait le choix d'en présenter quelques-uns. C'est juste pour vous montrer qu'on peut choisir des couleurs, on peut choisir des lettres, on peut choisir des chiffres, on peut choisir des coefficients multiplicateurs. L'important, c'est que l'entreprise soit vraiment à l'aise avec la méthode qu'elle aura choisie. Dans l'objectif, encore une fois, de prioriser les actions de prévention. Donc pour vous donner un peu un exemple pratique de situation de travail, on vous a mis là une image qui reprend une photo de domicile. Donc concrètement, comment évaluer les risques? Donc comme on vous l'a dit, la première étape, c'est vraiment de définir une unité de travail ou des unités de travail. Donc là, sur cet exemple, on pourrait tout à fait considérer que chaque pièce à vivre constitue une unité de travail. Donc la salle de bain, la chambre, les sanitaires, le salon. Ou alors considérer que tout le domicile est constitutif lui-même d'une unité de travail. Ensuite, juste pour vous prendre donc par exemple l'exemple des sanitaires, on voit qu'il y a une salariée qui utilise des produits chimiques. Donc le produit chimique en lui-même serait le danger. Si on se pose la question du risque, le risque ce serait une intoxication, une brûlure. Et concrètement, derrière, il va falloir donc analyser combien de personnes vont être amenées à faire ce travail, à utiliser ce produit dans ces conditions-là, combien d'heures par jour, est-ce que c'est une journée, quelques heures, est-ce que c'est tous les jours de la semaine, etc. pour ensuite passer vraiment à l'analyse des risques. On peut aussi prendre l'exemple de la salle de bain, où en effet là on voit la salariée aider une personne à sortir de sa baignoire. Elle se retrouve en situation d'avoir les pieds dans une flaque d'eau et on devine à côté un radiateur électrique avec un fil dénudé. Donc là on aurait deux dangers. On aurait le danger la flaque d'eau et le danger le câble électrique dénudé du radiateur. Donc là on a un risque de chute et un risque d'électrocution. Combien de temps va-t-elle passer dans cette situation donc, de travail? Est-ce qu'elle va passer 5 minutes? Est-ce que cette situation va se reproduire tous les jours? La gravité potentielle, on la devine, ça peut être une chute dans le cas de la flaque, comme une électrocution donc, qui peut éventuellement entraîner la mort dans le cadre du câble électrique. Donc là, on a proposé quelques exemples en fait, de situations de travail pour vous illustrer ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire on identifie les dangers, les conditions d'exposition, les risques donc auxquels sont exposés les salariés et tout ça nous constitue nos risques professionnels par unité de travail.
Ce qui nous amène ici à vous présenter, donc fusionner toutes les étapes qu'on a vues précédemment dans ce qu'on va appeler l'évaluation des risques professionnels. Cette évaluation des risques donc constituée de l'identification, de l'analyse et de l'appréciation des risques. Et cette évaluation des risques va nous amener à réaliser notre document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc Anne-Sophie vous a rappelé les 3 étapes de l'évaluation des risques et comme donc on vous l'a rappelé au début, cette évaluation des risques va être formalisée donc dans le document unique d'évaluation des risques qui n'est pas juste une obligation administrative, une formalité, mais vraiment qui va permettre de formaliser et d'avoir quelque chose d'écrit qui formalise toutes nos étapes précédentes. Donc concrètement, cette formalisation, que dit la réglementation Donc la réglementation nous dit que ça doit être fait dans un document unique. Après, concernant le format, il est totalement libre, il est laissé à l'appréciation de l'employeur qui va pouvoir faire un Word, un Excel, un fichier manuscrit. Là, c'est à lui de choisir la méthode qui lui convient le mieux en fonction de ses moyens, de la taille de son entreprise, etc. Donc le format de ce document unique est libre. Et enfin, le rédacteur, comme on vous l'a dit, c'est bien l'employeur qui est responsable de l'évaluation des risques. Donc c'est vrai que dans les faits, en général, c'est lui qui va avoir la main sur ce document unique et sur sa finalité. Mais après, en pratique, dans les faits, il peut tout à fait le déléguer à son salarié responsable en matière de santé-sécurité. Mais il n'en demeure pas moins qu'il restera responsable de sa formalisation. Jennifer, on entend parfois parler de DU, DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Est-ce que c'est bien la même chose ? Alors oui, en effet, tous ces termes vraiment regroupent la même notion de document unique. Alors c'est vrai qu'en fonction, on va pouvoir l'appeler document unique d'évaluation des risques, mais c'est vraiment la même idée qui est derrière. Après, c'est vrai qu'il y a un point qui est important à préciser, c'est parce qu'on parle de document unique, mais ça ne signifie pas forcément qu'il y a un seul document par entreprise, parce qu'on peut avoir des grosses entreprises constituées de plusieurs établissements, et dans ce cas-là, le document unique pourra et sera très fréquemment fait par établissement, donc il pourrait y avoir un document unique par établissement. Ce terme, c'est vraiment l'idée de dire qu'on formalise toute notre évaluation des risques dans un seul document, pour plus de facilité. Et il semble pertinent d'avoir un document unique par établissement puisqu'on est au plus proche de la réalité des activités des travailleurs en entreprise. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment par établissement, voire à même avoir une démarche de prévention autonome par établissement parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes conditions de travail d'un établissement à un autre. Alors là, on vous a mis un exemple de contenu de document unique. Alors, comme on vous l'a dit, le format reste libre, donc c'est vraiment un exemple de comment ça pourrait se passer en pratique. Donc le premier point, comme vous voyez en introduction du document unique, c'est vrai que ça peut sembler pertinent et important de rappeler la méthodologie utilisée, quelle méthode on a utilisée pour analyser nos risques, les hiérarchiser et faire toute notre étape préalable d'évaluer ces risques. Et après, concrètement, en fonction du format choisi, il va falloir retrouver un certain nombre d'indications, donc nos unités de travail. Alors là, par exemple, on vous a mis l'exemple des services généraux, si on s'intéresse à ce service qui peut se retrouver dans de nombreuses entreprises. Alors, les dangers identifiés, ça pourra par exemple être des colis assez lourds, plus de 15 kilos. Les risques identifiés, le fait que les salariés soient amenés à porter de telles charges, ça peut engendrer des troubles musculo-squelettiques. Ensuite, il va falloir décrire notre situation de travail. Donc ça peut être par exemple la réception journalière de ces colis à déplacer, etc. Quel est le personnel concerné ? Donc ça va être le personnel de l'accueil, le personnel des services généraux. Et concrètement, quelles sont les mesures de prévention existantes pour vraiment s'intéresser au travail réel. Donc à la date où le document unique va être fait, il y a quand même aujourd'hui des diables, par exemple, mis à disposition, des chariots. Et ensuite, avoir une appréciation de ce risque. Donc, comme on vous l'a dit, cette méthode d'appréciation, elle est totalement libre et à la main de l'employeur. Donc là, c'est vrai qu'on vous a mis un chiffre 50. On peut imaginer, par exemple, que les critères choisis par cette entreprise vont de 1 à 100, 1 étant peu grave, peu dangereux, 100 allant jusqu'à un risque de danger de mort, ou etc. Et là, on évalue, Donc là, c'est vraiment subjectif et à la main de l'employeur. Il est important d'avoir justement en introduction de notre document unique la façon dont il a été réalisé, la façon dont l'évaluation des risques a été menée,
puisque ça va permettre, au fur et à mesure des années de vie de ce document unique dont on va vous parler juste après, de pouvoir garder trace de la façon dont la méthode a été choisie et derrière de pouvoir la reproduire ou de choisir de changer en fonction du groupe de travail qui sera nommé. Mais derrière, on comprend, on garde en tête comment il a été réalisé à un instant T. Et là, dans le tableau, on n'a pas indiqué, mais ça aurait pu l'être, une colonne supplémentaire sur l'exposition du salarié à la manutention manuelle de ses colis, combien de fois par jour il le fait ou combien de fois sur l'année il le fait et éventuellement quel poids ça peut représenter sur une journée de travail. Alors un point aussi à préciser dans ce document unique qui relève vraiment de la réglementation et du code du travail, ce sont les annexes du document unique dans lesquelles on va retrouver un certain nombre d'informations. Mais là c'est vrai que ça nous semblait important quand même de vous rappeler que dans ces annexes, il va falloir y annexer tous les documents relatifs à l'exposition à certains facteurs de risque professionnel. Ce sont en fait les facteurs dits de pénibilité, donc voilà, dans l'objectif derrière de faciliter la déclaration annuelle. Donc concrètement, comment faire Donc il va falloir regarder si au moment de l'évaluation des risques, on a identifié certains facteurs de pénibilité, donc qui sont les risques chimiques, le travail de nuit, les températures extrêmes, et regarder si c'est le nombre de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils réglementaires. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un petit point sur la partie pénibilité et ne pas oublier de consigner ces éléments dans les annexes du DU. Jennifer nous a présenté donc la formalisation de notre évaluation des risques dans le document unique des risques professionnels. Ce qu'il est important de savoir, c'est que là, on a un premier élément de conformité avec les attentes réglementaires, mais derrière, on attend d'autres choses de l'entreprise. On attend qu'elle agisse en prévention des risques professionnels pour pouvoir améliorer les conditions de travail et protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, il va falloir définir des actions de prévention. Définir des actions de prévention, on a vu qu'il y a des risques assez nombreux, il y a des populations différentes exposées à ces risques. Donc le groupe de travail va essayer de réfléchir à quelles pourraient être les actions de prévention les plus pertinentes qui peuvent être donc proposées aux chefs d'entreprise pour protéger les salariés. Alors, on va essayer de vous présenter des critères de choix, en effet, de ces actions de prévention parmi les plus pertinentes, les plus efficaces. Donc, en premier lieu, on s'intéresse à tout ce qui va être en lien avec la prévention intrinsèque. Alors, c'est un peu parfois difficile à comprendre. Il s'agit en fait de choisir des matériels ou des équipements dont la sécurité est déjà intégrée. Il y a donc des éléments qui sont dans la machine intégrés pour la protection du salarié ou de l'utilisateur. C'est par exemple un bâti de machine sans arête vive, où si on circule autour, on ne se cogne pas, on ne risque pas de s'ouvrir la jambe. Ça peut être également des isolants entièrement autour des équipements dangereux, donc qui seront à l'intérieur. Ainsi, il n'y a pas de possibilité pour le travailleur de se blesser. Donc là, on est sur des choses en lien vraiment avec la conception des équipements, des outils, voire des organisations. Le deuxième élément va correspondre aux éléments de protection collective. Là, on n'est plus, voyez, en prévention, on est en protection. On va donc protéger un ensemble de travailleurs d'un risque ou de plusieurs risques pour permettre en effet d'éviter qu'ils ne se blessent. On peut travailler par éloignement, par la constitution d'obstacles. Par exemple, on visualise tous le positionnement de garde-corps pour protéger contre un risque de chute de hauteur. Ça peut être aussi par la consignation de certains équipements. Donc là, on va protéger un ensemble de salariés qui travaillent sur la zone ou qui peuvent être de passage. Le dernier élément va être la protection individuelle, qui peut venir en complément des autres actions qui seront proposées. Et là, on va travailler donc à choisir une protection pour un salarié. Plus elle sera adaptée à l'individu, plus facilement elle sera acceptée et portée. L'ensemble de ces actions, quelles qu'elles soient, doivent toujours être accompagnées par de la formation sur l'utilisation, par exemple, et de l'information, puisque ça va permettre aux salariés de pouvoir comprendre la pertinence des actions de prévention dans son environnement de travail. Avec ça, on va donc définir des actions et se questionner sur quelle serait la plus pertinente à choisir.
Donc on vous propose quelques questions auxquelles donc le groupe de travail va devoir se poser sur donc la compatibilité réglementaire de l'action qui sera choisie. C'est le premier élément, c'est ce qui nous semble le plus simple à interroger. La deuxième question va être, est-ce que cette action va être stable dans le temps? Elle doit pouvoir être pérenne, sinon ça ne sert à rien d'engager des actions. Elle doit être facilement intégrable dans le travail quotidien. Quelque chose qui sera contraignant aura tendance à être naturellement abandonné. Ce n'est pas l'objectif de cette action de prévention. On s'interroge aussi sur le fait de cette action, est-ce qu'elle déplace le risque ou est-ce qu'elle pourrait créer des nouveaux risques? Donc là, il faut pouvoir en effet analyser la mise en place de l'action dans l'environnement, dans l'unité de travail définie. Quelle serait également sa portée? Est-ce qu'elle va être pertinente pour la protection d'une personne ou alors est-ce qu'elle va concerner plus de salariés, un environnement de travail plus grand? Est-ce qu'elle permet d'agir également à l'origine du risque? Si elle ne vient que faire un pansement sur une situation de travail délétère, elle n'est pas assez pertinente. Elle doit permettre d'agir sur l'origine, vraiment sur le point initial de la création de ce risque. Et après, on va s'interroger sur les délais d'application, les coûts, les conditions de mise en œuvre d'une action de prévention. Parfois, il peut être intéressant de choisir deux actions avec un déploiement en temporalité différente. Une plus efficace à long terme, mais peut-être un peu difficile à mettre en œuvre ou qui nécessiterait des coûts importants. Donc, on peut faire aussi une action temporaire qui sera du coup plus rapidement efficace et pertinente. Une fois qu'on a choisi ces actions de prévention, on va donc s'interroger à comment les formaliser. Et là, on arrive à cette fameuse question des plans d'action et des PAPRIPACT. Donc en effet, une fois que cette évaluation des risques aura été faite, qu'on aura formalisé dans le document unique, l'idée derrière, c'est quand même d'avoir des mesures de prévention, d'agir en prévention. Et ces résultats vont être retranscrits dans soit un plan d'action, soit ce qu'on appelle un PAPRIPACT, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc en fait, c'est vraiment une distinction qui est faite en fonction de la taille de l'entreprise. Donc pour les plus petites entreprises de moins de 50 salariés, il va falloir avoir donc en complément dans notre document unique cette liste d'actions, d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. Cette liste, elle doit vraiment être consignée dans le document unique. Et donc c'est vraiment ça qu'on appelle le plan d'action. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, on va avoir ce fameux PAPRIPACT qui va comprendre toute une liste détaillée des mesures à prendre dans l'année à venir. Donc ça va être les mesures de prévention, donc concrètement en pratique, quelles mesures on a mis en place pour un risque de chute de hauteur, un risque chimique, etc. Leurs conditions d'exécution, donc concrètement qui va mettre en place ces mesures de prévention, des indicateurs de résultats. Ça peut être par exemple si on a mis en place des mesures pour prévenir certains risques, faire des entretiens avec les salariés pour voir concrètement quels résultats ont été menés. Une estimation de leurs coûts, les ressources de l'entreprise, concrètement quelle personne, quel salarié va être responsable de la mise en place de la mesure de prévention. Si c'est par exemple une mesure pour prévenir le risque d'incendie, ça pourrait être le salarié ou le préventeur ou l'ingénieur qui s'occupe de toutes les mesures pour prévenir les risques d'incendie, et un calendrier de mise en œuvre. Même si le document unique est mis à jour régulièrement, ça on en reparlera, concrètement, est-ce que la mesure de prévention va être déployée sur l'année, à telle date, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une liste d'actions, donc soit dans un plan d'action, soit dans le PAPRIPACT, avec les conditions de réalisation de la manière la plus précise possible. Ce qui veut dire, Jennifer, que l'on a un document unique, un plan d'action, un PAPRIPACT, ou selon la taille de l'entreprise, qui sont donc deux obligations réglementaires. Alors en effet, le document unique, c'est une obligation réglementaire, mais pas que, donc ça serait qu'on l'a répété plusieurs fois. Mais concrètement, oui, on va avoir un document unique qui retrace donc les résultats de l'évaluation des risques, donc tout ce qu'on a déjà vu, les risques, les dangers, les mesures existantes, etc. Et ensuite, l'objectif de ce document unique, c'est vraiment d'avoir derrière des mesures de prévention formalisé donc soit dans le plan d'action qui, lui, doit être dans ce document unique, soit dans ce PAPRIPACT qui, lui, peut tout à fait être un document à part, distinct de notre document unique. Mais c'est vraiment issu d'une obligation du Code du travail. Et en effet, un inspecteur du travail qui sera amené à venir en entreprise peut demander à consulter ce document unique et ce PAPRIPACT ou ce plan d'action.
Alors là, on vous a mis un exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, avec un exemple de document unique. Donc ça peut être un autre exemple, un exemple complémentaire du plan d'action de prévention, donc qui va être soit consigné dans le document unique, comme on vous l'a dit, pour les entreprises de moins de 50, soit dans un document à part. Donc concrètement, là, si on prend par exemple notre plan d'action de prévention, donc pour les années 2024-2025, l'action, ça va être là, par exemple, la formation du personnel à la manipulation des extincteurs. Donc, on imagine que dans notre document unique, on a identifié le risque d'incendie, ce qui est un risque identifié dans quasi toutes les entreprises. Le responsable, ça va être notre responsable QSE, qualité, sécurité, environnement. Donc la date, là, à titre d'exemple, ça va être, en décembre 2024, on va programmer la formation de nos salariés à la manipulation des extincteurs. Ensuite, les conditions d'exécution, concrètement, il va falloir prendre contact avec un organisme extérieur, organiser la formation, prévoir des groupes de salariés, mettre à la disposition donc, de l'entreprise le jour de la formation un véhicule qu'il va falloir faire venir, préciser le coût. À titre d'exemple, cette formation va coûter 10 000 €. Et enfin, l'indicateur de résultat, ça peut être le nombre de personnes qui auront été formées sur une année. Donc là, c'est vraiment un exemple possible d'une action retranscrite dans un plan d'action ou un PAPRIPACT en fonction de la taille de l'entreprise. Ce qui peut donc nous amener à avoir, si on agglomère notre plan d'action PAPRIPACT avec notre document unique, donc l'évaluation des risques, un tableau général, et encore une fois ce n'est qu'un exemple de format, qui pourrait contenir plusieurs colonnes qu'on mettrait du coup les unes à côté des autres. La première étant la définition de l'unité de travail, la deuxième le danger, les risques identifiés, le descriptif de la situation de travail dans lequel les risques ont été donc identifiés, le personnel concerné, les conditions d'exposition qu'on pourrait également retrouver, les mesures existantes, l'appréciation du risque, donc cette fameuse cotation, les actions de prévention à mener, et là en effet, comme l'a dit Jennifer précédemment, le responsable, la date, les conditions d'exécution détaillées, ce qui nous permet de voir la progression sur le déploiement de nos actions, le coût et quelques indicateurs de résultats. Donc, il est important d'avoir en tête qu'on a toute une série d'informations sur l'évaluation des risques et les actions de prévention qui vont être nommées par la suite. Intégrer dans un support, quel qu'il soit, c'est au choix, et de garder toujours en introduction de ce support la méthodologie qui a été utilisée pour réaliser l'évaluation des risques. Ainsi, ça permet de garder une trace de la méthode choisie. Ça reste à la main du chef d'entreprise de décider ce qu'il veut faire, quel support utiliser et comment communiquer sur ce support. Donc une fois que le document unique a été fait, le PAPRIPACT, les actions, etc., c'est vrai qu'on vous a dit au début que les représentants du personnel, le comité social économique, donc s'il existe, parce qu'il n'y en aura pas forcément dans toutes les entreprises, il va pouvoir participer, contribuer à cette évaluation. Mais il faut savoir aussi que depuis la réforme de 2021 en matière de santé et sécurité au travail, il y a une obligation de consultation, donc vraiment dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur va présenter donc au CSE ce document unique et le PAPRIPACT. Donc voilà, c'était simplement pour vous rappeler cette formalité. Une fois que toutes les étapes ont été faites, l'évaluation, le document unique, ne pas oublier de soumettre à la consultation du CSE ce document unique. Quand on parle de consultation, Jennifer, ce n'est pas un vote. Non, alors là, c'est vraiment une consultation soumise à l'avis des représentants du personnel. Alors, le document unique, une fois qu'il a été fait, l'objectif, c'est que ce ne soit pas un document qui reste isolé, inutilisé et simplement dans les bureaux de l'employeur. Donc, il va y avoir certaines précisions dans le Code du travail entre l'obligation de transmettre ce DU, de le mettre à la disposition d'un certain nombre de personnes. Donc, l'employeur va avoir une obligation de transmission au service de prévention en santé au travail. Donc là, c'est vraiment une obligation de le transmettre. Et en parallèle, il va devoir le tenir à la disposition d'un certain nombre de personnes. Donc, quand on dit tenir à la disposition, il faut qu'il soit accessible et que si on lui demande, il le transmette. Et notamment, donc, à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs, étant précisé que pour ces anciens travailleurs, ils pourront être amenés à consulter les parties qui les concernent au moment où ils étaient dans l'entreprise et par rapport à leur poste de travail, du CSE, du service de prévention en santé au travail, de l'inspection du travail,
des agents des CARSAT, des agents des organismes professionnels de santé, sécurité et conditions de travail qui sont constitués dans les branches d'activité, et enfin des inspecteurs de radioprotection. Donc l'objectif, c'est vraiment que tous ces acteurs puissent y accéder pour agir en prévention. Donc ces documents, une fois stabilisés, vont évoluer en fonction des événements qui ponctuent la vie de l'entreprise. Donc il est important d'en effectuer un suivi. Alors en effet, ce document, il va falloir qu'il soit adapté à la réalité du terrain, à la vie de l'entreprise et au plus près de la réalité des conditions de travail des employeurs. Et pour cela, il va falloir le mettre à jour régulièrement. Alors de ce point de vue-là, la réglementation prévoit une obligation de le mettre à jour au minimum une fois par an. Donc là, par contre, ça concerne que les entreprises de plus de 11 salariés. Donc pour ces entreprises-là, au moins une fois par an, il va falloir recommencer la démarche, de se reposer les questions sur l'identification des risques, l'analyse, etc. pour remettre à jour notre document unique. Et l'autre mise à jour va se faire pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors qu'il va y avoir un aménagement important modifiant les conditions de travail ou impactant la santé et la sécurité des salariés. Donc, qu'est-ce qu'on appelle aménagement important ? Donc, ça peut être, à titre d'exemple, le déménagement de l'entreprise, une réorganisation en interne, des activités, de la hiérarchie, etc. De nouvelles activités qui vont forcément entraîner de nouveaux risques, de nouvelles conditions de travail, de nouveaux rythmes. Si par exemple on a du travail de nuit, des horaires décalés qui sont de nouveaux rythmes intégrés dans l'entreprise, ou alors concrètement des nouveaux aménagements. Donc dès lors qu'on aura ces aménagements importants, il faudra remettre à jour le document unique et les actions qui en découlent. Un accident peut survenir dans l'entreprise. Ça reste un événement exceptionnel et qu'on ne souhaite à personne. Mais quand il arrive, il va nécessiter qu'il soit donc analysé. Et en fait, cette analyse de l'accident du travail va peut-être mettre en évidence que des risques ont été oubliés et n'ont pas été tracés dans notre document unique, ou alors que la situation de travail a évolué et qu'elle n'était pas retracée en l'état dans notre évaluation des risques, ou encore que des actions de prévention que l'on avait mises en place n'ont pas été pertinentes ou ont échoué à protéger les salariés. Donc l'accident du travail est un événement qui encourage la mise à jour du document unique et du plan d'action de prévention associé. Donc une fois que le document unique a été fait, est-ce qu'il faut le conserver ? Alors effectivement, depuis le 31 mars 2022, il y a une obligation d'archivage, donc c'est-à-dire qu'il va falloir conserver notre document unique 40 ans minimum et dans ses versions successives. Donc c'est vraiment dans l'idée d'avoir un outil de traçabilité collective et des traces de ce qu'on a pu évaluer sur les années d'avant. Sur le format, il peut être conservé soit dans un format numérique, soit dans un format papier. C'est vrai que le Code du travail évoque un portail national, mais pour information, à la date d'enregistrement de ce webinaire, le portail n'était pas encore disponible. Donc aujourd'hui, l'obligation d'archivage se fait, mais vraiment dans le format que vous souhaitez. Alors, un petit point quand même sur les sanctions, parce que c'est vrai qu'on vous a dit tout au long de ce webinaire que le document unique n'était pas qu'une obligation réglementaire et on a essayé de vous démontrer tout l'intérêt d'avoir un outil vivant qui permette une démarche de prévention et la mise en œuvre d'une démarche active et efficace. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il y a des sanctions qui sont prévues, et le fait de ne pas transcrire ou mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques dans un document unique sont passibles de contravention de 5e classe. Donc on vous a mis, pour information, donc pour les personnes physiques, ça va être 1 500 € de contravention, ou pour les personnes morales, les sociétés, ça peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende. On va maintenant récapituler un petit peu les différentes étapes constitutives de notre démarche de prévention. La première étape, qui est donc à l'initiative du lancement de la démarche de prévention, est vraiment l'engagement du chef d'entreprise. Ensuite, avec la définition d'un groupe de travail, on va passer à l'étape de l'évaluation des risques professionnels qui donc se découpe en définition des unités de travail, identification des risques, analyse des risques et appréciation de ceux-ci. L'ensemble va nous permettre de rédiger le document unique d'évaluation des risques professionnels et ensuite d'engager des actions de prévention que vous aurez choisies selon des critères de votre choix. Ces actions seront donc tracées dans un plan d'action ou un PAPRIPACT annexé au document unique.
Tous ces éléments vont permettre d'être tracés à un instant T et de vivre à travers, donc, en effet, les différents événements qui vont ponctuer la vie de l'entreprise. Donc, on est là dans le cadre d'une démarche continue où il faut, en effet, mettre à jour les différents supports en fonction donc, de ce qui va se passer dans l'entreprise. On a essayé de répondre à l'ensemble des questions qui nous avaient été posées au préalable de ce webinaire, mais on a fait un petit focus sur certaines d'entre elles auxquelles on va apporter réponse juste après. La première question qui nous avait été posée concerne l'intégration des intérimaires, des stagiaires ou des salariés extérieurs dans le document unique. Jennifer, est-ce que tu as un élément de réponse à nous donner? Alors oui, le document unique, c'est vraiment obligatoire dès le premier travailleur dans l'entreprise. Donc il va falloir y intégrer les stagiaires, les intérimaires, évidemment les salariés permanents en CDI, en CDD, les apprentis. Étant précisé que toute la démarche d'évaluation des risques, l'élaboration de ce document unique devra quand même être anticipée. On ne va pas attendre que le stagiaire ou que l'apprenti arrive. Il faudra quand même que tout ça ait été fait en amont, qu'on ait évalué les risques au poste de travail pour qu'ensuite le salarié puisse prendre son poste. J'avais une question complémentaire concernant l'intervention des entreprises extérieures. On peut être amené à mélanger ces différents supports que seraient le document unique et le plan de prévention. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en effet, c'est vraiment deux documents différents puisque chaque entreprise va avoir sa propre évaluation, donc avec les résultats de l'évaluation retranscrits dans le document unique. Et dès lors qu'on va avoir des salariés extérieurs amenés à intervenir dans une entreprise utilisatrice, donc là il va y avoir ce qu'on appelle des risques d'interférence, des interférences de risque plutôt. Des risques de coactivité. De coactivité, voilà, qui vont devoir être intégrés dans ce qu'on appelle le plan de prévention, qui là est un autre document à part, complémentaire, dans lequel on vraiment va prévoir les mesures de prévention pour prévenir ces risques liés à la coactivité. Donc c'est vraiment deux documents différents qui sont complémentaires pour une démarche de prévention. Merci. On avait une autre question sur l'intégration des risques attentats et sanitaires dans le document unique. Alors, est-ce qu'il faut intégrer ces risques? Alors, la réponse est oui, il va falloir les intégrer, mais sous certaines conditions. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'employeur, comme on vous l'a dit, il a cette obligation générale de garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Pour cela, il doit évaluer les risques et il doit évaluer les risques liés au poste de travail. Donc si à un moment donné, on considère que le risque, alors ça peut être attentat, violence externe, agression externe, si on considère que c'est vraiment lié au poste, au métier, là, il va falloir les intégrer dans le document unique. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis l'exemple des gardes du corps, des vigiles à l'entrée des salles de concert qui peuvent être exposés à ce type de risque spécifique. Donc dans ces conditions-là, il va falloir les intégrer, prévoir les mesures de prévention adaptées. Donc après, pour la partie risque sanitaire, de la même façon, il va falloir les prendre en compte et les insérer dans le document unique dès lors qu'ils vont être en lien avec le poste de travail, qui vont résulter d'une exposition à un poste de travail. Donc on pense par exemple à tous les aides-soignants qui ont été confrontés au moment de la pandémie liée à la Covid directement à ce risque sanitaire, à ce risque biologique. Dans ce cas-là, leur employeur devait l'intégrer comme risque exposant l'aide-soignant dans le document unique. Mais c'est toujours si c'est en lien avec le poste de travail. Donc on est bien sur les risques professionnels uniquement. Voilà, exactement. Le document unique, c'est vraiment un document unique d'évaluation des risques professionnels en lien avec le poste. Alors on avait une autre question sur le risque trajet. Donc en fait, est-ce qu'il faut intégrer le risque trajet dans le document unique d'évaluation des risques professionnels? Ma réponse est non. La conduite dans le cadre d'un déplacement entre le domicile et le travail n'est pas une activité professionnelle, donc n'a pas lieu d'être dans le document unique. Il y a d'autres documents sur lesquels, en effet, l'employeur peut émettre des actions spécifiques sur ce risque, qui sont notamment les plans de mobilité. Mais pour compléter, si par exemple on est dans un trajet pour aller en mission, sur une réunion, à une formation, est-ce que là il va falloir intégrer ce risque dans le document unique? Alors en effet, quand on est dans le cadre d'une activité professionnelle, un déplacement pour une mission professionnelle, même si on part de son domicile mais que l'on est couvert dans le cadre de notre mission de travail, on est donc en déplacement mission, c'est du risque routier. Donc là, oui, on intègre des actions, l'évaluation de ce risque et des actions de prévention dans notre document unique. Mais il faut bien différencier le risque routier mission, qui est un risque professionnel, et le risque routier trajet dans les déplacements domicile-travail, qui n'est pas un risque professionnel.
On avait une autre question sur l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Alors en effet, le Code du travail, il nous précise qu'il va falloir évaluer les risques en tenant compte de ce qu'on appelle l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Donc on rappelle déjà que le document unique, c'est quelque chose de collectif, c'est une évaluation collective, on ne va pas faire de l'évaluation individuelle. Mais cette précision, en fait, elle a été précisée par le Code parce que voilà, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir intégrer quand même des éléments de différenciation dans l'analyse des situations de travail, dans l'objectif derrière d'avoir des mesures de prévention, mais vraiment applicables à tous. Donc l'idée c'est quoi? C'est vraiment d'avoir une approche au plus proche du travail réel, se poser la question de qui potentiellement pourra être affecté à ce poste de travail. Est-ce que ça va être un homme, une femme, sa morphologie, se poser des questions sur tout ce qui est capacité de reproduction, si on est sur des postes... Son âge éventuellement. Voilà, si on est sur des postes exposant à des risques chimiques, CMR, etc. Dans l'objectif derrière vraiment de revenir à nos principes généraux de prévention et d'adapter le travail tant à l'homme qu'à la femme. Toujours dans l'idée de ne pas faire de discrimination. Et si on prend par exemple un exemple, ça peut être par exemple mettre en place des bureaux réglables à hauteur variée. Comme ça, peu importe que ce soit un homme, une femme, sa taille, son âge, sa morphologie, le poste de travail sera adapté à tout le monde. Merci. On avait une autre question sur le télétravail. Est-ce qu'il faut l'intégrer dans le document unique ? Alors la réponse est oui, il faut l'intégrer dans le document unique, puisque comme on vous l'a dit, donc l'employeur va devoir faire son évaluation des risques donc au plus proche du travail réel. Donc c'est vrai que là on est dans des conditions un peu particulières, parce que qui dit télétravail, le salarié ne va plus être sur site, dans l'entreprise, sous l'œil de son employeur, il va être à son domicile. Mais de la même façon, dans les entreprises où du télétravail aura été négocié, mis en place, donc ce sera une nouvelle modalité d'organisation du travail. Donc il va falloir évaluer les risques de la même façon que sur site, liés à l'aménagement physique du poste, les contraintes organisationnelles, se poser la question de l'isolement du salarié, de tout ce qui est connexion et son droit à la déconnexion entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On pourrait donc considérer le télétravail comme une nouvelle unité de travail dans notre évaluation des risques. Alors oui, ça peut être une possibilité de voir le télétravail comme une unité de travail au sein de laquelle on va se reposer les questions des risques, des dangers, des mesures de prévention existantes à mettre en place, avec toujours cette particularité du domicile qui est particulière. On voulait vous présenter aussi un petit focus sur les petites entreprises. On a pu constater à travers différentes études qu'elles avaient peu de moyens, parfois trop peu de connaissances de la réglementation ou des outils qui seraient à leur disposition pour réaliser l'évaluation des risques professionnels. L'INRS, avec l'Agence européenne de l'amélioration des conditions de travail, a donc décidé de travailler à l'élaboration d'outils pour ces petites structures qui sont donc dédiées au secteur d'activité auquel elles appartiennent, avec pour objectif de leur permettre de réaliser leur document unique et également de déployer des actions de prévention adaptées. Ces outils disponibles sur notre site internet sont en libre accès, sont mis à disposition gratuitement et sont donc à utilisation anonyme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune conservation de données sur aucun des supports. Donc vous pourrez les trouver sur ce site internet. Et là, on vous a présenté rapidement tous les outils disponibles à aujourd'hui, organisés par grands secteurs d'activité. Donc ils ont été faits pour les petites structures qui ont donc en effet peut-être un peu moins de temps ou de disponibilité pour se poser les questions sur leurs risques professionnels. On vous met également ici différents supports qui répondront aux questions qu'on a pu avoir sur des risques spécifiques. Je pense notamment à la polyexposition et quels sont donc en effet les enjeux en termes de prévention, de méthode d'analyse et de perspective. Vous avez donc une journée technique qui a été réalisée sur le sujet. Sur le sujet des risques psychosociaux, notamment pour les petites structures, il y a un webinaire qui a été réalisé il y a quelques mois que vous pourrez trouver sur ce lien. Dans le cadre des pratiques addictives, comprendre, prévenir les risques et donc comment les intégrer à notre document unique, vous avez également un webinaire qui a été réalisé que vous pourrez visionner. Sur
le sujet, excusez-moi, du risque routier lors des déplacements professionnels ou sur la prévention des lombalgies, vous avez 2 rendez-vous de travail et sécurité qui ont été réalisés, qui apporteront réponse à vos questions. Nous avons également donc mis ici quelques ressources qui nous semblent pertinentes que vous pourrez consulter à la fin de ce webinaire. Une brochure donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le D840 sur l'évaluation des risques professionnels, aide au repérage des risques dans les PME et les PMI. Il y a une vidéo dédiée aux 9 principes généraux de prévention, 2 dépliants, l'un sur l'agir en prévention et l'autre sur des leviers pour organiser la prévention dans l'entreprise. Et un dernier lien qui peut être intéressant sur l'analyse, en effet, des accidents du travail et donc comment est-ce qu'ils vont permettre de mettre à jour votre évaluation des risques. Un webinaire spécifique a été réalisé sur cette question. Donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc merci de votre attention, des questions que vous nous avez posées en amont. Ce webinaire sera disponible donc sur notre site internet en replay. Et si des questions subsistent, vous pouvez nous les poser via le formulaire de contact également disponible sur le formulaire sur le site internet de l'INRS. Et des experts à la fois techniques, médicaux et juridiques pourront y apporter des réponses. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Merci à tous, au revoir.